Bonjour à tous, je suis très honorée en tant que cofondatrice de Sherwood d'accueillir Monsieur Jean-Michel Aulas, qui a été introduit en bourse par mon mentor Louis Tanberger, qui a introduit le premier club de foot, donc l'Olympique Lyonnais, et qui avait une immense admiration pour Monsieur Aulas. Je laisse la parole à Paul. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Jean-Michel Aulas, je me permets de faire une introduction. Je vais lire mon propos pour être très précis. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir quelqu'un qui a marqué à la fois le football français, la Bourse de Paris et l'écosystème entrepreneurial lyonnais. Jean-Michel Aulas. C'est d'abord un entrepreneur hors norme, première entreprise à 20 ans, puis Cégide à 34 ans, devenu l'un des leaders mondiaux de solutions de gestion. Et à 38 ans, il reprend l'Olympique Lyonnais, qu'il va amener au sommet du foot français et européen, tout en construisant un modèle économique unique jusqu'à l'introduction en bourse du club en 2007, une première en France. Pour moi, si vous me le permettez, c'est aussi une histoire très personnelle. J'ai grandi en étant fan de l'OL, de Juninho. J'avais ses chaussures. De ces grandes soirées européennes, et il y a un lien particulier entre nous trois. C'est Louis Tanberger, le banquier d'affaires qui a accompagné l'introduction en bourse de l'OL, que nous avons tous les trois connu. Il est un mentor pour moi, il a changé ma vie. Aujourd'hui, on va parler d'investissement, de football, de transmission, mais aussi, surtout, d'une vie où on se réinvente en permanence, comme vous l'écrivez dans votre livre, chaque jour se réinventer. Et c'est aussi l'histoire de la Paris Investor Week. Jean-Michel Aulas, merci d'être avec nous. C'est un plaisir et véritablement, je suis très heureux de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, faire partager une vie, des expériences fantastiques. Et c'est vrai que si pour Louis Tanberger, c'était votre mentor, pour moi, ça a été d'abord quelqu'un qui a su m'ouvrir les yeux, m'aider à grandir, et puis qui a fait des réussites fantastiques avec Cégide, parce que déjà, au moment de l'introduction de Cégide, je travaillais avec lui, et puis après avec l'OL. Et voilà, j'ai qu'un regret, c'est qu'il voulait absolument que j'arrive à convaincre mon ami Paul Bocuse d'être introduit en bourse. Je ne suis pas arrivé malheureusement, mais c'était pourtant pas très éloigné. Voilà. Alors on va commencer avec une première question. On va partir de votre ouvrage. Dans votre livre, vous racontez qu'au départ, vos parents imaginaient pour vous une grande carrière académique et que finalement, vous prenez un BTS et vous devenez entrepreneur très jeune. Si je vous ramène à ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez intérieurement de la culpabilité, de l'excitation, de la liberté ? Non, c'est la liberté qui a toujours dominé ma vie. Bon, j'expliquais qu'à la Sorbonne, je faisais partie de ceux qui avaient inscrit en haut du fronton « Il est interdit d'interdire », donc la liberté. Voilà, moi je suis quelqu'un qui essaye d'appréhender le futur avec l'expérience de ce qui se passe. Je crois beaucoup en l'être humain, en la relation de délégation. Et puis, je connais et mes compétences, mais aussi les limites de mes compétences. Donc, je sais qu'il faut pouvoir s'entourer de gens beaucoup plus compétents que soi-même, déléguer. Et pour ça, il faut faire de belles rencontres. Et ma vie a été ponctuée de très belles rencontres, dont celle de Louis, on en a parlé, mais aussi de beaucoup d'autres. Et c'est ce qui a permis de faire des choses qui m'ont beaucoup plu. Alors justement, en revenant sur ce point, vis-à-vis de vos parents, est-ce que ça vous a poussé à ne pas avoir le droit d'échouer et à toujours sécuriser vos entreprises? Avec le recul, c'est une blessure, c'est un moteur ou les deux à la fois? Non, je pense que c'est un encouragement. Bon, mes parents étaient des professeurs, donc ils avaient une vision très, on va dire, administrative dans le bon sens du terme des choses. Mais ils m'ont appris l'indépendance, puisque à l'époque, pour créer une entreprise, la majorité était à 20 ans. Et la première entreprise que j'ai créée, j'avais 18 ans. Donc je suis allé, grâce à eux, voir le juge pour être émancipé,
pour avoir le droit de créer une entreprise. Donc voilà. Après, pour des raisons différentes, parce que ma mère a disparu très tôt, il y a eu un autre sentiment qui a été le sentiment de devoir être fier de ce qu'elle avait fait et de lui rendre un peu cette fierté. Mais donc, avant tout, c'est quand même la volonté de s'inscrire dans une indépendance, dans une liberté, et puis aussi de réussir sa vie. Alors, justement, quand vous créez votre première entreprise, puis Cégide, vous avez 20, 30 ans. Si on vous... Pas la première je l'ai créée à 20 ans, donc, Cégide, ouais. et qui après a été recédée à un grand groupe, la Ségos. Alors justement, toutes les personnes qui nous regardent dans les yeux d'un entrepreneur, d'un jeune entrepreneur de 2025, donc si on vous regarde dans les yeux d'un jeune entrepreneur, vous étiez très en avance ou au contraire vous avez l'impression de bricoler dans votre coin? Bon, j'étais ouvert sur le monde et comme je l'ai exprimé, j'essayais à chaque fois où j'avais un certain nombre d'orientations à prendre, de rencontrer les bonnes personnes ou celles qui m'apparaissaient être crédibles. Donc voilà, donc une grande ouverture, une humilité de chaque instant, beaucoup aussi d'empathie, très facile de contact, ce qui permet de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et donc voilà, mais absolument non, aucun ostracisme, rien n'était réglé d'avance. C'est plutôt la spontanéité et l'occasion des belles rencontres qui ont fait que j'ai pu saisir à l'instant où il le fallait les orientations. Et à vos premiers investisseurs, ce sont des cabinets d'expertise comptables qui font jusqu'à 60 fois leur mise après l'introduction en bourse. Quand vous les regardez aujourd'hui, vous vous dites quoi? Que c'est ça la promesse que doit tenir un entrepreneur à ses actionnaires? Alors la première entreprise, c'était des copains de la fac, donc voilà. En 2 ans, j'ai revendu au groupe Ségos et ils avaient effectivement bien préparé la suite de leur vie, donc c'était un peu particulier. Après, effectivement, quand je crée Cégide, on crée une holding. Je travaille d'ailleurs à l'époque aussi au cabinet de l'industrie sur la création d'entreprises. Donc je regarde un petit peu tout ce qui se passe dans le monde pour essayer de trouver les fondements de la création de l'entreprise et qu'est-ce qui peut permettre d'accélérer, de poursuivre. Donc voilà, non, les investisseurs, c'était des investisseurs de proximité qui par ailleurs étaient des utilisateurs potentiels. Donc en faisant en sorte de mettre au capital des utilisateurs potentiels, on faisait tout de suite le cercle vertueux, puisqu'ils étaient actionnaires, et s'ils devenaient clients, leur action allait grandir de manière rapide, donc ce qui a été la base du développement. Et donc voilà, donc je crois qu'à chaque situation, il faut aller chercher les bons investisseurs, les bonnes personnes, et surtout, quelques années après, je suis allé chercher en Chine. Je suis allé d'ailleurs avec mon fils parce que quand on part seul avec un projet qui était d'aller chercher un investisseur chinois, c'est pas évident. Mais on a réussi à convaincre un fonds souverain, IDG, de rentrer dans cette structure. Là aussi, il faut avoir l'ouverture, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir l'envie de se dépasser au travers des belles rencontres et puis ne pas hésiter, ressentir en fait ce qui apparaît être dans la lignée des choses. Donc, je ne sais plus quelle était la fin de la question, mais je crois y avoir répondu quand même indirectement. Oui, que c'est la promesse que doit tenir un entrepreneur à ses actionnaire. Oui, et je pense qu'il faut... moi, le problème même si j'ai souvent été majoritaire, le problème de la majorité n'a jamais été un problème pour moi. Je voulais construire à chaque fois quelque chose qui permette, et des entreprises aujourd'hui dans le holding familial, il y en a une quarantaine que je suis en train de transmettre en totalité à Alexandre, mon fils, qui a 39 ans, qui a fait une expérience aux États-Unis, en Angleterre et une école de commerce en France.
Et donc, m'orientant vers d'autres destinées plus politiques de responsabilité à la municipalité, je fais la transmission, et ça aussi c'est un objectif, réussir à créer, à développer, à faire des succès, mais de pouvoir aussi les transmettre à son fils dans les meilleures conditions. Il n'a d'ailleurs jamais voulu travailler avec moi sur le plan opérationnel. Il ne voulait surtout pas qu'on puisse dire qu'il était le fils d'eux. Donc voilà, je pense qu'il faut s'adapter, il faut essayer de créer les conditions à chaque étape du développement et ne pas vouloir absolument être majoritaire ou être... Mais il faut avoir l'équipe qui permette de se transcender. Et c'est vrai que quand on a choisi de faire des études courtes, comme ça a été mon cas, pour pouvoir être directement opérationnel, ce qu'il faut, c'est s'entourer des meilleurs. Parce que, bon, avec moi, c'était facile, parce qu'ils étaient tous meilleurs. De leur donner les moyens de s'intégrer, déléguer, parce que la délégation, c'est ce qui donne de la motivation à tous les gens les plus compétents. Et puis 3, créer ce que j'ai retrouvé après bon, je suis aujourd'hui vice-président de la Fédération française de football. J'étais hier, évidemment, au match. L'esprit d'équipe. Bon, l'OL a démarré... quand je suis arrivé en 2e division, on était et j'ai essayé d'abord de trouver l'écosystème qui allait permettre de transformer une association en une entreprise de grande dimension, de qualité, avec ses propres infrastructures. On a construit un stade, on a construit une salle qui, d'ailleurs, ce soir reçoit Lady Gaga. On a fait en sorte d'avoir une cité de l'événementiel et du sport dans une ville qui était d'ailleurs en difficulté sur le plan économique et qui aujourd'hui n'est plus du tout sous le contrôle de la préfecture, mais qui était une des plus florissantes grâce à la création de 3 ou 4 000 emplois autour, un hôpital, un laboratoire d'analyse, bon, je l'ai dit, un stade, une salle de spectacle, etc. Un centre de tennis avec Tsonga, la All-in Academy, bon, qui va d'ailleurs accueillir un des plus grands tournois de tennis l'année prochaine, là, au mois d'octobre. Et donc voilà, je pense qu'il faut regarder, être ouvert sur le monde, sur les expériences. J'avais d'ailleurs demandé au moment de me lancer dans la reprise à un grand cabinet de conseil international d'aller voir les meilleurs exemples. Je crois que les best practices partout, et là je suis en train de faire la même chose sur les municipalités les plus organisées au service du bien-être des citoyens, de manière à avoir en tête ce qui peut se faire, auquel on n'a pas pensé, parce qu'on ne peut pas obligatoirement avoir que des bonnes idées, même si on est bien entouré. Et puis après, avoir suffisamment de rigueur pour mettre en place un projet. Et après, la mise en place du projet, ça passe par le fait de convaincre des investisseurs. Ça peut être des investisseurs individuels. Quand on a un peu de crédibilité et qu'on a fait gagner beaucoup d'argent à un certain nombre d'actionnaires, c'est possible. Mais bon, j'interviens de temps en temps à HEC là, sur le cycle entrepreneur. À la fin, des gens qui démarrent pour créer une entreprise viennent me voir, me disent vous ne mettriez pas un petit ticket et puis vous ne viendrez pas nous aider pour... Et donc je l'ai fait dans plusieurs... et ce sont devenus des entreprises importantes. Il y en a une qui sera introduite en bourse d'ailleurs prochainement. Voilà, donc je crois qu'il faut être très pragmatique et avoir confiance. Voilà, et c'est pour ça que je disais le sport avec l'esprit d'équipe, une fois qu'on s'est bien entouré, qu'on a délégué et que les gens sont fiers de travailler pour le projet auquel ils participent, eh bien, on a tous les atouts pour pouvoir réussir, même en période difficile, comme c'est le cas actuellement sur le plan, on va dire, surtout politique, mais ça a toujours une influence sur l'économie du pays, évidemment. Alors justement, j'aimerais bien reprendre un cas d'usage sur la vision, le côté visionnaire. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Eh bien, il y a peut-être dans la salle des entrepreneurs, il y a des investisseurs. Et vous en parlez comme d'un accélérateur de transformation du métier. Vous qui avez connu l'arrivée du PC, d'Internet, des progiciels, est-ce que l'IA, c'est une rupture de même nature ou encore autre chose selon vous ?
Alors, c'est une rupture, évidemment, et pour répondre à votre question, quand je démarre Cégide, je fais un break avec la Ségos, la Sligos, qu'on me proposait de diriger à cette époque, et je pars aux États-Unis rencontrer le patron de Digital Equipment qui résidait à Menard, à côté de Boston. Et je lui tiens des propos, 83, c'est l'arrivée du PC avec Bill Gates, etc. Et je lui tiens des propos, lui qui fabriquait des ordinateurs plutôt industriels, qui permettent d'expliquer mon projet. Et je n'y allais pas pour lui demander de me donner de l'argent, c'était essentiellement sur l'idée de faire les choses différemment et de créer une valeur ajoutée. Et il me dit, vous devriez, pour développer des logiciels de gestion, utiliser des ordinateurs industriels, et DEC fabriquait des ordinateurs industriels, parce que comme il y a des multitudes de data, de données à traiter le plus rapidement possible, les ordinateurs plutôt adaptés à la gestion ne sont pas obligatoirement les plus adaptés pour... Bon. Et il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui ai dit, écoutez, déjà, merci de... Et il me dit, par contre, ce que je peux faire, nous avons beaucoup d'ordinateurs dans l'armée française, au Stayat de Lyon, et il me dit, ce que je peux, c'est vous mettre à disposition pour vos ingénieurs un certain nombre d'ordinateurs gratuitement. Ce sera la nuit, parce qu'ils travaillent le jour pour le Stayat. Et le démarrage s'est fait comme ça. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'échange, mais bon. Et alors j'en viens à votre question. Je pense que, bon, aujourd'hui je suis toujours administrateur de Cégide. Cégide, quand j'ai cédé en 2016, faisait un peu moins de 400 millions de chiffre d'affaires. C'était une affaire très, très rentable. Aujourd'hui on est 6 000. On vient de dépasser, on fait 1,1 milliard de chiffre d'affaires sur l'exercice précédent. J'y suis plus pour grand-chose parce que je suis non exécutif et j'essaye simplement de donner, je dirais, cette dynamique qui avait été créée. Et donc voilà. Donc l'intelligence artificielle va permettre non pas des ruptures, je dirais, de technologie, mais c'est de progresser, c'est des ruptures dans l'utilisation même, ou la façon d'utiliser, en particulier la data, qui sont auto-enrichissantes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut s'attaquer à des choses qui, jusqu'à maintenant, n'ont pas été résolues, en particulier dans la médecine, dans le vieillissement, dans toutes les technologies qui progressent au travers de l'analyse data. Donc c'est une transformation du même style que ce qui a été réalisé au cours de l'évolution des technologies, en passant des ordinateurs industriels à la télétransmission, au SaaS, au cloud, etc. Mais de manière différente et à peu près dans toutes les sciences de la vie, quoi. Donc voilà. Donc bon, je pense qu'effectivement, si j'avais demain matin à investir à nouveau, bon là je vais investir mais dans d'autres disciplines, je conseillerais de regarder comment s'intéresser à tout ceci. Et puis dès qu'on touche à un certain nombre de sciences qui touchent à la médecine ou à ce type de relations de la vie, je pense qu'il y a un double effet. Il y a l'effet industriel de progrès, puis il y a aussi l'effet je dirais, par rapport au bien-être de l'humanité. Alors, je vais revenir sur l'Olympique lyonnais. Il y a un moment clé justement pour les investisseurs ici, l'introduction en bourse de l'OL en 2007. C'est une première en France. Vous avez fait un choix que beaucoup de clubs n'ont pas fait. Quand vous lancez ce projet d'IPO avec Louis Tanberger, vous utilisez l'argent levé pour construire un stade et un écosystème, plutôt que seulement d'acheter des joueurs. Aujourd'hui, avec le recul, est-ce le plus grand coup stratégique? Oui, alors, ce que Louis n'avait pas complètement résolu, c'est que la loi ne permettait pas, à l'époque, contrairement à la loi européenne, aux clubs français. Donc, je suis d'abord allé
pendant 4 ans à Bruxelles avec les avocats adaptés pour contraindre l'État français à accepter de modifier sa loi et de permettre, quand un club sportif, quel qu'il soit d'ailleurs, pas uniquement de football, d'avoir un projet structurel, eh bien, de pouvoir, pour financer ce projet structurel, avoir recours à la bourse. Donc, on a évidemment, en amont de l'introduction en bourse, beaucoup travaillé. Donc, on a fait cette opération, qui était la première en France, très critiquée. Parce que l'histoire de Coubertin n'était pas tout à fait compatible avec le projet. L'opération a été un succès, d'ailleurs faite ici. Cégide a été introduite au second marché à Lyon et on a fait cette opération ici. Donc quand je suis arrivé là tout à l'heure, j'étais revenu une fois pour un congrès de la FIFA ou de l'UEFA, je ne sais plus, mais il y a de l'émotion. On voulait lever 80 millions. J'avais un projet de près de 700 millions entre le stade et les différentes opérations qui ont concouru au développement. La valeur de l'entreprise avant la levée de fonds, qui a été on voulait lever 84 millions d'euros. La valeur de l'entreprise avant la levée de fonds était de l'ordre de 210 millions à peu près. On a dépassé les demandes. Il y a une green show de, je ne sais plus, une quinzaine de millions. Donc on a levé en définitive 94 millions d'euros, ce qui a permis effectivement de lancer le projet de stade, parce que Vinci, qui construisait le stade, voulait quand même avoir d'autres certitudes que celles que nous avions développées. Et donc voilà, c'est un moment historique. Moi je suis sorti de l'OL il y a 4 ans. La valeur de sortie, donc on est parti de 220 millions plus les 100 millions, je dirais. Donc c'était une valeur de 300 millions. Et donc on est sorti sur une valeur de pratiquement 900 millions. Oui, la bourse a permis, et c'est un projet un peu fou parce que il fallait changer la loi. Donc la Commission européenne a mis l'État français dans l'obligation de modifier la loi. Et derrière, c'est une réalisation, c'est plus qu'un club de foot. Moi personnellement, j'ai eu des satisfactions énormes. J'ai eu la chance l'initiative de créer le football féminin à Lyon, qui est devenu la meilleure équipe d'Europe puis du monde. Et donc, chez les garçons, on a dû, outre les titres de champion, 7 successifs, même le PSG n'a pas dépassé pour le moment. Touche du bois, mais enfin, ça viendra bien sûr. On est supporter du PSG en Coupe d'Europe, il n'y a pas de problème. Mais j'ai joué avec cette équipe-là 258 matchs de Coupe d'Europe avec les garçons, plus de 150 avec les filles. Donc j'ai connu tous les pays, toutes les grandes villes d'Europe par ce biais-là. Et on peut dire que c'est une réussite économique qui a permis, bien sûr, de surprendre. Moi, je parlais EBITDA. Les supporters préféraient qu'on gagne le match plutôt que l'EBITDA soit à un haut niveau de performance par rapport au chiffre d'affaires. Mais c'est un exemple, je crois, incroyable. Après, je l'ai dit, je suis allé chercher donc un fonds souverain en Chine, IDJ. Donc on avait, j'étais plus majoritaire. C'est aussi la limite du sujet. Donc il y avait le groupe Pathé avec Jérôme Sédou, IDJ qui était le fonds souverain chinois. Moi-même, j'avais un peu plus de 40%. Et puis la bourse qui est... voilà. Et puis un jour, il y a eu le Covid. Les actionnaires ont été amenés à vendre parce qu'ils n'avaient pas fait de vendre leur participation en bourse. Donc on est allé chercher un certain nombre d'investisseurs. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'investisseurs. La solution aurait été de vendre peut-être plutôt à des investisseurs des Émirats arabes unis. Il y avait aussi à l'époque d'autres pays. Ce sont des Américains qui ont remporté la mise. Mais
c'est vrai que c'est une belle histoire parce que bon, on est parti d'un centre de formation ultra performant. Le centre de formation a été pendant 20 ans parmi les 3 meilleurs avec le Real Madrid et Barcelone, centre de formation mixte en plus, donc parité totale. Bon, moi j'avais inscrit dans les principes le fait que les conditions d'entraînement, le staff médical, le staff de kiné, et puis toute la partie infrastructure soit quasi identique entre les féminines et les masculines. Donc c'est un projet entrepreneurial et un projet sportif avec beaucoup d'émissions, beaucoup d'émotions, pardon, et beaucoup de succès. Ce qui fait que, d'ailleurs, les Lyonnais, ils sont fiers de leur club de foot, ils sont fiers de Paul Bocuse, dont on parlait tout à l'heure, et ce sont des marqueurs pour une ville qui sont des marqueurs tout à fait fondamentaux. Et la bourse a joué beaucoup aussi dans cette démonstration qu'on peut peut-être pas définitivement faire du sport dans des associations ou alors pas de manière évidemment professionnelle. On sait que le degré suprême après en matière de sport, c'est ce qu'ont fait les Américains, c'est de faire des franchises, c'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre. Et pour l'investisseur, il y a moins de risques, évidemment, puisque vous ne pouvez pas changer de catégorie, c'est une garantie. D'ailleurs, quand on regarde la valorisation de tous les clubs, que ce soit les clubs de foot, la NBA qui arrive d'ailleurs en France l'année prochaine, avec la NBA Europe, toutes les franchises ont des valorisations qui sont importantes parce qu'il y a ce surplus de sécurité qui fait qu'on ne peut pas descendre de catégorie. Alors justement, vous avez un family office avec votre fils, piloté par Patrick Bertrand. Lorsque vous investissez à travers votre family office, quels sont vos critères d'investisseur ? Alors, je vais dire que je prends de plus en plus de recul, donc ce sont les critères d'Alexandre et de Patrick Bertrand, effectivement, qui sont... bon, déjà, ça revient à ce que j'ai évoqué tout à l'heure. On essaye d'aller dans des opérations qui sont des opérations très innovantes. C'est-à-dire qu'on accepte de prendre le risque de perdre, de ne pas gagner tout le temps, parce que l'innovation, elle n'est pas évidemment certaine dans son développement. On va beaucoup dans tout ce qui touche en termes de prévention d'agriculture. On a investi dans les drones. On fait partie de la société qui a supervisé les drones pendant les Jeux Olympiques, par exemple, qui supervise aussi tous les aspects des prisons. Donc on est allé dans de la technologie. On est allé aussi dans des choses complètement différentes, donc des plateformes de services et de marchandises. Bon, il y en a une qui s'appelle Wiz, que vous pouvez connaître, bon, qui sera d'ailleurs introduite en bourse bientôt. WYZ pour ceux qui veulent aller voir la plateforme, où il y a d'ailleurs beaucoup de technologies informatiques à l'intérieur, donc l'expérience... voilà. Et puis on fait un peu, bien sûr, on a investi, mais dans des startups, dans de l'intelligence artificielle. Donc voilà, donc il y a une quarantaine d'entreprises, y compris d'ailleurs à Miami, où on est présent sur 2 sites. Voilà. Alors j'aimerais, Jean-Michel Aulas, arriver sur votre nouvelle vie, si je peux me permettre. Alors, vous avez bâti, investi et inspiré Lyon depuis plus de 40 ans. Vous avez fait rayonner cette ville sur les terrains de football, dans les entreprises, dans les stades et même dans l'imaginaire collectif de toute génération. Aujourd'hui, vous vous engagez dans une nouvelle aventure pour Lyon. Quand on a déjà tout donné à une ville, son énergie, sa réussite, son temps, qu'est-ce qu'on veut encore lui apporter ? Vous avez raison de le présenter de cette manière-là. C'est une suite qui peut paraître illogique, mais qui est en fait logique. C'est-à-dire que bon, l'entreprise, c'est ce qui fait vivre l'économie, donc la société, donc c'était normal. Le foot, ça donne en plus la fierté, l'image. Et là, la ville, c'est aussi en fait rendre un peu à la société,
Et donc, la ville que j'aime, la ville qui m'a vu, non pas naître, parce que je suis né dans un petit village qui est juste à côté, mais où j'ai fait mes études, où je suis toujours resté. Et bon, j'ai plein de copains industriels qui ont quitté Lyon parce qu'ils avaient trop bien réussi pour des raisons X ou Y, quelquefois fiscales. Et donc voilà, donc je veux rendre... j'ai pas eu du tout l'idée, hein, parce que j'avais juré de ne jamais faire de politique. Donc, bon, on me l'a rappelé. Je crois que dans le livre, je l'explique d'ailleurs. Donc j'ai changé parce que, au contact de tous les citoyens, les Lyonnaises et les Lyonnais, il y a une insatisfaction en ce moment incroyable. Et je me rends compte que cela soit les personnes à handicap, les personnes qui sont plus âgées, les crèches, les entreprises, les commerçants. Vous avez des commerçants qui aujourd'hui perdent tout ce qu'ils avaient conçu tout au long de leur vie parce que le centre-ville a été fermé et les gens ne peuvent plus venir. Voilà. Donc, au début, c'était une écoute. Et puis, devant le fait que la politique, c'est quand même, en termes généraux, un peu dégradé, je me suis dit que peut-être la société civile, bon, et je me présente en étant sans étiquette, véritablement sans support politique, et j'ai dit à tous les gens, bien sûr qu'ils étaient les bienvenus, que je n'irais d'ailleurs que si j'arrivais à regrouper à peu près tous les partis qui permettaient de faire une union. Voilà, donc c'est les raisons qui ont permis de concrétiser, pas de politique au sens des choses établies ou des doctrines, mais des solutions pragmatiques. J'ai fait, comme j'avais fait pour l'OL, engager un cabinet qui est allé voir un petit peu partout les best practices dans le monde entier, que ce soit en matière de mobilité, en matière de sécurité, en matière d'innovation, de fonctionnement, voilà. Et puis l'idée, c'est de dire, voilà, il y a une mandature de 6 ans, on va essayer de transformer un peu les choses, mais c'est court, 6 ans, mais surtout de donner à 20 ans les éléments d'une vision qui transformerait Lyon comme l'une des plus belles capitales européennes. Donc, je n'aurai pas l'occasion, pour des raisons évidentes, de voir ce qu'il adviendra. Mais par contre, va essayer de léguer ce projet à moyen et long terme qui fasse que Lyon soit à l'image de ce que j'ai essayé de faire toute ma vie, c'est-à-dire des choses qui se valorisent, qui en fait donnent satisfaction à un certain nombre de gens, que ce soit des gens qui travaillent dans l'entreprise ou des investisseurs, parce que ce sont les mêmes. Là, ce sera des citoyens comme tout le monde. Et puis surtout, de faire en sorte qu'on soit dans une société de bien-être pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de sélection a priori. Bon, je suis parti, mes parents jamais n'auraient imaginé que je puisse m'intéresser à l'entreprise comme je l'ai fait. Moi, je ne m'étais pas imaginé que j'allais pouvoir m'intéresser à la vie municipale d'une grande ville et métropolitaine comme c'est le cas. Et pourtant, je pense que modestement, en s'entourant des meilleurs, on peut aussi apporter des choses qui soient très positives. Voilà. Merci beaucoup Jean-Michel Aulas. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci pour ce que vous avez apporté au football. Merci. Merci à tous, à toutes et à tous.